Déjà, bonjour, merci à vous pour votre présence. Moi, je suis Sylvain Debras, régulièrement, je fais des petits webinaires sur des sujets qui m'intéressent. Là, cette fois-ci, j'ai choisi la blockchain et les crypto-monnaies. Donc, je vais essayer de vous présenter. Là, ça va être une présentation assez théorique, donc il ne faut pas hésiter à mettre des questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre dès que je peux. Alors, tout le monde voit l'écran déjà? Ouais, très bien. Très bien. Bon. Globalement, qu'est-ce qu'on va voir? Dans le sommaire, on va voir donc qu'est-ce qu'une blockchain, comment ça fonctionne. On va s'intéresser à la notion de smart contract, les contrats intelligents. Quels sont les cas d'usage de la blockchain et des smart contracts? On va parler du trilemme de la blockchain. Euh, Ce qui nous intéresse là, on va comparer le monde du Web 2 avec le futur monde du Web 3. On va parler du Bitcoin et de son halving, de quelques altcoins, un peu de finance et une conclusion. Alors globalement, qu'est-ce qu'une blockchain? Donc une blockchain, c'est un nouveau concept numérique dans lequel on va pouvoir stocker des données sous forme de blocs qui sont chaînés les uns derrière les autres. Du coup, les blocs comme on a cette forme de bloc, ça rend la solution immuable, c'est-à-dire que les données ne peuvent plus être modifiées. On a une notion de transaction qui est regroupée en fait, on a des paquets de transactions qui sont regroupés dans des blocs, et ces blocs sont validés, et donc, comme je disais, c'est immuable, il devient quasi impossible à modifier ou à supprimer sans la totalité du consensus du réseau. C'est-à-dire que l'ensemble du réseau doit se mettre d'accord pour pouvoir modifier une donnée. Du coup, on a une possibilité de garder une trace de tout. Tout est traçable sur la blockchain, contrairement à ce qu'on peut croire. On peut remonter à tout. Donc, on a les droits de propriété, solde bancaire, par exemple. On pourrait imaginer les tickets de métro qu'on a pris, etc. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de penser. On va voir comment ça marche. La blockchain, ça, Globalement, on a deux choses dans la blockchain. On a la notion de registre distribué. C'est-à-dire qu'on a des milliers d'ordinateurs qui vont discuter simultanément, ils sont enregistrés et synchronisés sur un réseau d'ordinateurs. Si on devait donner une petite définition, la blockchain, c'est un peu une base de données où chaque ligne ne peut jamais être modifiée. Et donc, elle est répliquée sur des milliers de serveurs indépendants. Donc, chaque personne peut participer à tel ou tel projet de blockchain. Et on a la notion de cryptographie qui est importante. Donc la cryptographie, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline de la cryptologie s'attachant à protéger des messages en scellant de clés. Donc ça va permettre d'assurer confidentialité, authenticité, intégrité de l'information. L'idée, ça va être d'utiliser des outils mathématiques qui vont permettre donc la sécurité et l'immuabilité. Donc encore une fois. Donc en fait, on va avoir une notion de clé publique, clé privée, qui va permettre de gérer l'ensemble des données sur la blockchain. Donc la blockchain, il faut vraiment voir ça comme un registre distribué additionné à de la cryptographie. Donc on a notre réseau de milliers d'ordinateurs avec nos paires de clés, clés publiques et privées, qui fonctionnent toujours ensemble. On peut imaginer ça comme, je trouve ça intéressant, quand on va au restaurant, souvent la personne, une fois qu'on a payé l'addition, elle va mettre le ticket sur ce petit outil qu'on voit. Et ensuite, les transactions, elles sont mises les unes à la suite des autres. Et à la fin de la journée, le restaurateur, il va dépiler ça et puis il va faire ses comptes. Mais du coup, c'est un peu la même idée en fait. On voit ici on peut dépiler les transactions et une fois qu'elles sont faites, on peut plus les enlever.
Alors, il va y avoir pas mal de petites définitions. Donc, ouais, c'est pour ça, faut pas hésiter si vous avez des questions. Donc, d'abord, le hash. On va parler du hash. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est le résultat d'une fonction de hachage, qui est une opération cryptographique qui va permettre de générer des identifiants uniques et non répétables à partir d'informations données. C'est un peu comme une empreinte digitale numérique. On peut pas, une fois qu'elle est calculée, on peut plus la modifier. Ça reste immuable. Donc en fait, les ordinateurs de la blockchain, c'est des nœuds. On va appeler ça des nœuds. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc un nœud, ça va être donc un ordinateur qui est connecté à la blockchain, qui va permettre de stocker les données, de valider les transactions, de propager les transactions et d'assurer la sécurité et la décentralisation. La décentralisation qui est le dernier point très intéressant, qui permet qu'il n'y a pas de nœud qui possède l'idée de la crypto, c'est vraiment que de la blockchain, c'est qu'il n'y a pas on n'est pas dépendant de 5 ou 10 ordinateurs. Tout le monde a son droit de parole. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle les mineurs. Donc, dans la blockchain, on va ce qu'on appelle miner des blocs. Et donc, c'est ce qui va être fait par les mineurs, qui va être un type spécifique de nœud, donc, et qui se concentre donc sur la création de nouveaux blocs de transactions en résolvant des problèmes mathématiques complexes. Donc en gros, donc c'est pas en gros, c'est vraiment ça. C'est le premier qui, les mineurs sont en compétition et le premier qui réussit à résoudre le problème mathématique va toucher des récompenses. C'est pour ça qu'on a autant d'attraits sur Bitcoin. La personne donc, qui va résoudre le problème mathématique pour l'ajout d'un nouveau bloc, sachant sur le Bitcoin, par exemple, il y a un bloc qui est rajouté toutes les 10 minutes. Donc, donc il y a une récompense toutes les 10 minutes pour un mineur. Donc tous les mineurs sont des nœuds, mais tous les nœuds ne sont pas des mineurs. Ça, c'est important. Donc du coup, il y a beaucoup de nœuds, mais pas beaucoup moins de mineurs. Donc les mineurs vont calculer donc ce qu'on a les clés de hachage dont j'ai parlé avant. Et donc chaque bloc va contenir l'empreinte numérique et l'empreinte du bloc précédent. Donc important, si quelqu'un tentait de modifier les informations d'un bloc antérieur, le hash changerait en validant tous les blocs suivants de la chaîne. Du coup, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est ultra sécurisé. Donc, du coup, il faudrait aussi recalculer le hash de ce bloc et de tous les suivants afin d'obtenir la consensus de la majorité du réseau, ce qui n'est pas possible, théoriquement. Euh, Définition d'une transaction. Donc, qu'est-ce que c'est une transaction? Ça va être l'unité fondamentale d'une blockchain de crypto-monnaie. Donc, une transaction, ça va être défini par l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire, le montant de crypto-monnaie transféré et la signature numérique de l'expéditeur qui va prouver l'authenticité de la transaction. Donc, si on regarde globalement une blockchain, à quoi ça va ressembler? Donc, on va avoir le premier bloc dans lequel, du coup, on aura le nonce et le hash. Donc, le nonce, ça va être la donnée qui est calculée et qui définit le bloc. Donc on a un nonce différent par chaque bloc et le hash, ça va être le résultat de la fonction de hachage. Donc dans un bloc, on a une à une transaction. Et pour ajouter un bloc, donc on a besoin de la validation du consensus du réseau. Et donc les mineurs vont valider le bloc, calculer les fonctions de hachage et rajouter le bloc à la blockchain. Et donc le premier qui aura résolu le calcul recevra une récompense, etc. jusqu'à bloc N. Et donc chaque bloc contient pour savoir où est-ce qu'il se situe dans la blockchain, chaque bloc va contenir son hash précédent et puis son hash propre. Euh, Donc voilà, faut pas hésiter à m'arrêter encore une fois, hein.
Donc maintenant, on va parler de la notion de smart contract. Donc la smart contract ou un contrat intelligent, ça va être un programme informatique qui s'exécute automatiquement sur la blockchain lorsqu'on a un ensemble de conditions qui sont réunies. Du coup, il répond sur 5 principes. Le smart contract est complètement autonome. Une fois qu'il est déployé, on ne peut plus le modifier. Il est transparent. N'importe quel utilisateur de la blockchain peut le voir. Il est immuable. Il ne peut pas être modifié. Il est sécurisé. Et il est efficace. Donc, une fois qu'il est déployé, c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, pour ceux que ça intéresse, on a des langages comme Solidity sur Ethereum qui permet d'écrire des smart contracts, ou on a du Rust sur Solana, par exemple, qui existe aussi et qui permet d'écrire d'autres smart contracts. Rust qui est peut-être un peu plus connu, Solidity un peu moins. Donc, globalement, comment ça se passe? Alors, quand on veut on a une première étape où on va créer et déployer des smart contracts sur la blockchain avec certaines règles de base. On va définir ce qu'on appelle des variables d'état pour stocker les données du contrat. On va avoir des fonctions comme dans n'importe quel langage informatique qui vont permettre d'effectuer des actions sur le contrat. On va avoir des événements pour journaliser certaines actions. Et des modificateurs, donc ouais, des getters et des setters, comme en Java par exemple, qui va permettre de définir les conditions à remplir pour l'exécution d'une fonction. Du coup, on peut imaginer plein de choses, un smart contract qui se déclenche à l'achat d'une maison pour montrer que la personne possède bien la maison, ou par exemple pour au décès d'une personne pour effectuer les héritages. On peut imaginer que ça peut être fait sous forme de smart contract dans le futur. Du coup, on va soumettre ce code compilé à un nœud du réseau. Et deuxième étape, quand les conditions se rencontreront, on aura l'exécution du smart contract. Donc le smart contract va s'exécuter une fois que les conditions prédéfinies seront toutes remplies. Donc on va avoir plusieurs déclencheurs possibles. Donc, ça peut être une transaction initiée par un utilisateur. Si on a une transaction particulière, par exemple entre deux organismes bancaires, on peut imaginer qu'il y a un smart contract qui se déclenche pour vérifier des choses. Donc ensuite, on peut avoir le temps. Donc par exemple, un smart contract qui se déclenche à une date précise pour mettre à jour des éléments. Ça peut être un smart contract qui est en lien avec des événements sur la blockchain. Ou ça peut être d'autres données externes, type, voilà, comme je disais, si on veut acheter une maison, donc il y aura des données externes qui viendront sur la blockchain et qui permettront d'exécuter le dit smart contract. Troisième étape, après l'exécution du code, donc on a l'état du smart contract qui est mis à jour sur la blockchain. Et donc cette mise à jour est immuable et transparente. Tout le monde peut la voir et on ne peut plus la modifier après. Alors, un peu de concret quand même. Il y a plein de choses. Ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que tout est à faire. Il y a rien n'existe encore, et du coup, on peut imaginer plein de cas possibles. Donc, par exemple, en finance, ça peut être un prêt sans intermédiaire bancaire. Plus besoin d'aller à la banque pour pouvoir avoir un financement pour acheter une maison ou une voiture. Au niveau de l'immobilier, ça peut être donc, comme je disais, l'achat ou la vente de propriétés directement, sans forcément passer par un notaire, puisque tout sera sécurisé sur la blockchain via des smart contracts. Au niveau de la logistique et les chaînes d'approvisionnement, là, il y a déjà des choses qui existent. Il y a des smart contracts qui pourraient être se lancer automatiquement donc au paiement du transporteur, quand le colis arrive à destination, ou via des capteurs, tout simplement. Au niveau de la santé, on va pouvoir par exemple gérer les données des patients, l'approvisionnement des médicaments. Et puis on peut aussi imaginer par exemple de stocker sur la blockchain les diplômes, les certifications
et comme ça, on ne peut plus les modifier, elles sont sur la blockchain. Alors, sujet un peu technique, mais très intéressant. Donc, le trilemme de la blockchain. Alors, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est en fait, dans une blockchain, on a trois notions donc importantes que j'ai déjà répétées plusieurs fois. Donc, c'est la décentralisation. Donc, c'est l'idée de ne pas avoir un contrôle centralisé, ce qui va permettre à tous les participants d'avoir un accès égal aux données afin de participer au réseau. On va avoir une notion de sécurité, donc, qui va garantir que les transactions sont protégées contre les manipulations et les attaques. Comme les attaques 51, par exemple, on peut imaginer que quelqu'un possède 51% du réseau, ou des attaquants qui peuvent prendre le contrôle de la majorité des nœuds. C'est chaud. Euh, ensuite, on a la scalabilité. Donc, la scalabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à une blockchain à gérer un nombre croissant de transactions. Donc, plus une blockchain va être scalable, et plus on pourra plus le nombre de transactions qu'on pourra effectuer dessus sera importante. Puisqu'évidemment, pour utiliser une blockchain à grande échelle, il faut forcément que que le nombre de transactions soit énorme. Donc, par exemple, Bitcoin, que tout le monde connaît, privilégie la sécurité et la décentralisation au détriment de la scalabilité. Donc, il faut trouver un bon équilibre des choses. Et Ethereum, par exemple, la deuxième blockchain que tout le monde connaît aussi, je pense, c'est une blockchain qui tente de combler ces lacunes-là via notamment ce qu'on appelle le proof of stake, donc qui est la preuve d'enjeu via la validation, ou le sharding, par exemple. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est de façon par la suite. Hop là. Donc, comme on a une seule blockchain c'est compliqué de faire beaucoup de transactions dessus, ce qu'on va se dire, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, faire des partitions, en fait. L'idée, ça va être de découper la blockchain en plusieurs mini-blockchains, quoi, en plusieurs morceaux, pour traiter toutes les transactions en parallèle améliorer le nombre de transactions. On a ce qu'on appelle aussi des sidechains, donc ça va être vraiment là des blockchains séparées qui vont pouvoir interagir avec la blockchain principale, encore une fois, pour améliorer le nombre de transactions. On a les layers 2. Donc, les layers 2, donc ça va être d'autres blockchains qui vont être reliés donc les layers 1. Donc, les layers 1, c'est les solutions de couche 1, comme Bitcoin, Ethereum, c'est des solutions de couche 1. Et comme elles ont des difficultés pour résoudre ce trilemme, elles font appel à des layers 2, des solutions de couche 2, dans lesquelles, par exemple, elles vont déléguer un certain nombre de choses, comme traiter des transactions, traiter plein de petites transactions, et du coup, sur la layer 1, on se contentera d'enregistrer que les principales. Et donc, on a des nouveaux mécanismes de consensus, donc différents. Donc, du proof of work. Donc, on a le proof of work, c'est un mécanisme de consensus qui est utilisé sur Bitcoin, qui fait que chaque mineur va effectuer des calculs. Donc, cette manière de faire des calculs, c'est ce qu'on appelle en fait le proof of work. Mais le problème, c'est que c'est pas, comment dire, le problème, c'est on n'a pas assez de nœuds, et puis du coup, on peut pas si on passe sur du proof of stake, ça permet d'avoir plus de nœuds, et donc potentiellement avoir une meilleure scalabilité et sécurité. Euh, Alors ensuite, on va faire un point sur
Je comprends pas ta question, Mamadou, si tu pouvais me le détailler un peu plus. On va faire un point sur les différences entre le Web 2 et le Web 3, parce que c'est quand même notre cœur de métier actuellement, c'est le Web 2, c'est le JavaScript, c'est le Java, c'est... Et nous, ce qui est intéressant dans la blockchain, c'est qu'on essaye de migrer vers une nouvelle manière de travailler, qui est donc le Web 3. Donc, si on fait des comparaisons, par exemple, au niveau des infrastructures, dans le Web 2, on a des serveurs centralisés, alors que dans le Web 3, ben, on a la blockchain et un réseau peer-to-peer qui est exploitable par n'importe qui. Au niveau du contrôle, pareil, on a une centralisation avec les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, alors que dans le Web 3, on va avoir une décentralisation. Donc les utilisateurs et le réseau sont complètement distribués. Encore une fois, dans la propriété des données, les données ont beau être sur des serveurs Gmail, etc., elles appartiennent quand même à Google. Alors que une fois qu'elles sont stockées sur la blockchain, bah, elles sont à nous. Elles sont vraiment à nous. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça fait intervenir des nouveaux modèles économiques, comme actuellement on est dans des modèles économiques très centralisés, alors que dans le Web3, on va faire émerger ce qu'on appelle la tokenisation, c'est-à-dire la manière dont appartient le projet à certaines personnes. Euh, Par exemple, chaque projet au départ dit, bon ben voilà, on a 10% de pièces pour la team, on a 20% pour la communauté, on a 40% pour les investisseurs qui sont arrivés en premier, etc. Tout ce système-là, ça n'existait pas avant. Et donc là, c'est gravé dans le marbre, donc ça ne peut pas être modifié. Au niveau de la confiance, donc, ben, on est obligé d'avoir des intermédiaires de confiance au niveau du Web 2, alors que dans le Web 3, ben, on a nos smart contracts qui permettent de nous passer des intermédiaires de confiance. Et nos calculs mathématiques, ben, une fois qu'ils sont faits, ben, de toute façon, personne ne peut revenir dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Au niveau de la gouvernance, pareil, c'est dirigé principalement par les chefs des entreprises. Alors que dans le Web3, on a beaucoup de communautés, c'est potentiellement communautaire, il y a des votes qui sont faits. Plus la personne va être investie dans le projet, plus la personne va avoir de tokens et plus elle va pouvoir avoir de l'impact sur sa communauté. Et au niveau de l'identité, donc on a les comptes qui sont gérés par les plateformes. Donc on crée notre compte Gmail, encore une fois, il est géré par une plateforme, la plateforme Google. Et dans le Web3, ben, on est libre ou pas d'avoir ce qu'on appelle un wallet, un portefeuille cryptographique, et avec ces jetons, et avec, on fait ce qu'on veut avec, ils sont à nous. Ils sont pas à Google, ils sont vraiment physiquement à nous, quoi. Donc, moi, je y vois plein d'avantages intéressants pour le futur. À voir après ce que ça donnera. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du Bitcoin. Donc, je vais revenir dessus. Donc le Bitcoin, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une crypto-monnaie qui est décentralisée, Euh, donc ça veut dire que plus on a d'ordinateurs qui sont dans le réseau, et plus ce sera décentralisé. Donc c'est une nouvelle monnaie numérique qui a été créée en 2008 par une entité ou une personne, on ne sait pas trop, Satoshi Nakamoto. Ça a été créé à la période de la crise des subprimes. L'idée, c'était que les personnes puissent. On a eu une perte de confiance des banques à cette époque, et du coup, avec le Bitcoin, l'idée, c'était de se passer de l'intermédiaire bancaire. Donc la Bitcoin fonctionne grâce à la technologie blockchain. Et donc, ça fonctionne tout simplement via des transactions entre utilisateurs en peer-to-peer sans intermédiaire. Donc, les avantages, donc, c'est sécurité des transactions, transparence, tout est visible sur la blockchain. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de croyances là-dessus, alors qu'en fait, on peut vraiment tout voir
n'importe quelle transaction sera vue. Donc, coût réduit par rapport aux banques, beaucoup moins de frais. Et bien que le Bitcoin, ça soit lent, ça reste quand même beaucoup plus rapide que les banques classiques. Par exemple, il y a des virements bancaires qui peuvent mettre 2 à 3 jours. Sur Bitcoin, jamais. Faut mettre quelques minutes. Et sur d'autres blockchains, c'est quasiment instantané. Donc c'est vraiment intéressant. Donc on a un phénomène de rareté sur Bitcoin parce que le nombre de tokens, donc le BTC, est limité à 21 millions. Donc on a des récompenses qui sont émises à chaque fois qu'un bloc est miné dans la blockchain. Et selon des calculs, il me semble que l'ensemble des tokens sera terminé d'être émis en 2140. Donc, on a encore le temps. Volatilité. Donc, ouais, alors ça, c'est le point qui fait débat. Le prix du BTC qui est connu pour sa forte volatilité. Mais c'est de moins en moins le cas parce que on a une confiance qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de gros investisseurs qui, malheureusement, sont en train de centraliser un peu plus le Bitcoin parce qu'on se retrouve avec des gens qui en ont beaucoup trop, pour d'autres qui en ont pas beaucoup. Donc voilà, après, ça sera un équilibre à avoir. Et le cas d'utilisation principal pour Bitcoin, donc, principalement, aujourd'hui, ça sert de réserve de valeur. Donc c'est l'or numérique d'aujourd'hui. Enfin, il n'y en a pas, donc c'est l'or numérique tout court même. Voilà. Le Bitcoin fonctionne face à avec un phénomène de halving. Donc, c'est-à-dire que dans la blockchain de Bitcoin, on a un événement qui est programmé et qui va réduire de moitié la récompense accordée aux mineurs. C'est un événement qui va se produire environ tous les 4 ans, soit environ tous les 210 000 blocs. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution du halving et le prix de la crypto-monnaie Bitcoin en fonction du temps. Donc là, par exemple, au début, on avait des récompenses en 2009 de 50 Bitcoins, puis 25 en 2012, puis 12,5 en 2016, etc. 325 en 2024. Et donc, le prochain halving du Bitcoin est prévu pour aux alentours de 2028 avec des récompenses allant à 1,56 Bitcoin. Actuellement, donc, on est à 3,125. Bon, actuellement, ça fait quand même 300 000 euros, hein. 300 000 dollars, à peu près. Donc, ça fait quand même une sacrée somme. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas grand-chose, 50 Bitcoin, et voilà. Mais du coup, la volatilité a fait et le phénomène de rareté, qui va continuer d'ailleurs, ce qui est important à noter. Euh, donc je vous ai mis un petit graphique que je trouve intéressant, dans lequel on a l'évolution du Bitcoin, du prix du Bitcoin en fonction du temps, et par rapport aux différents halvings. Donc si on regarde, donc là on a le halving, c'était 2012, 2013, voilà, c'était celui-là, le halving de novembre 2012. Il y en a eu d'autres avant, tout le graphique n'est pas dessus du coup. Et donc ce qu'on voit qui est intéressant, c'est avant chaque halving, le Bitcoin a explosé. Donc le phénomène de rareté, on voit bien qu'on a un vrai phénomène de rareté dans le temps. Si on regarde, euh, Si on regarde là, on voit bien que le Bitcoin est passé de 10 dollars à très rapidement 1000 dollars en l'espace de 2 ans. Mais par contre, plus le temps passe et moins ça augmente. Ça augmente, mais c'est logarithmique, donc c'est beaucoup moins. En 2016, pareil, on a eu un halving. On a un Bitcoin qui est monté de 800 dollars à presque un peu plus de 12 13 000 dollars.
En 2020, donc moi, ouais, pour info, moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça en 2021. Bon. Dommage, j'ai loupé toute cette phase, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc, le Bitcoin est passé ouais, 10 000 à, de mémoire, 69 000 dollars. Euh, alors après, ce Rainbow Chart, c'est quelque chose de très théorique, hein, qui est fait grâce à des outils de trading, mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'aujourd'hui, il est quand même assez bien respecté. Et donc là, aujourd'hui, donc on a eu un halving courant 2024, et on se rend compte que le Bitcoin, bah là, il est monté à 112 000, et potentiellement, il y a des chances que dans les prochains mois, il monte jusqu'à un gros smile 130 000. À mon avis, je me mouille pas trop. Euh, et donc, ouais, il y aura un prochain halving en 2028, etc. Donc, probablement que ça paraît dur à croire, mais probablement que d'ici 2030, le Bitcoin atteindra le million de dollars. Donc, ça, c'est la théorie. Après, vu ce qui se passe en ce moment, j'ai tendance à penser que c'est possible. Etc. Donc, après, à voir. Voilà. Donc, si je continue, alors. Donc le Bitcoin, c'est dans le monde des crypto-monnaies, c'est le roi. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis à côté, on a ce qu'on appelle les altcoins, qui sont des coins alternatives. On en a plein, des milliers, qui vont permettre de résoudre des problèmes, ou même qui vont ne servir à rien et qui seront juste basés sur du vent, juste pour que des gens gagnent de l'argent. Ce qui est un peu dommage, je trouve, parce que moi personnellement, je m'intéresse à tout ça pour la technologie, donc bon. Donc, abréviation pour icon, donc je recommence ma phrase. Donc, les altcoins désignent toutes les autres crypto-monnaies qui sont différentes du Bitcoin. Donc, plusieurs milliers d'altcoins existent aujourd'hui. Donc, le but, c'est de proposer des améliorations ou des alternatives au Bitcoin. Donc, on a une grande diversité technologique. Donc, ça peut aller de la santé, la finance, des trucs qui reposent sur rien, ça peut aller sur du développement informatique pur. Moi, personnellement, j'investis sur des projets qui sont complètement corrélés à des API dans la blockchain. Donc voilà, je vais vous montrer, en parler rapidement. Donc on a une grande diversité technologique, donc ça c'est vraiment cool, moi je trouve. On peut se faire plaisir, on a une grande volatilité, et donc et on a vraiment l'innovation est énorme, quoi, parce que c'est nouveau. Il faut s'imaginer que c'est un peu comme le début d'Internet. Donc là, on ne sait pas trop à quoi ça va servir, mais il y a plein de choses à découvrir. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on a de nombreuses techniques dont je pourrais pas, donc je vais parler rapidement, donc qui sont donc dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc les mécanismes de consensus principaux. Donc ça va être le proof of work, donc la preuve de travail, où tous les participants vont se mettre d'accord sur la validité d'une transaction et l'ajout de nouveaux blocs à la chaîne. Et on a donc le proof of stake, qui est une alternative plus récente, où on a ce qu'on appelle des participants qui sont choisis, ou qui, pas forcément choisis d'ailleurs, qui peuvent le devenir, ça dépend des blockchains. On peut très bien, c'est à partir d'un certain nombre de tokens, on peut demander à être participant. Et on peut demander donc aider pour créer les prochains blocs en fonction de la quantité de crypto-monnaies qu'on immobilise. Et puis on a plusieurs algorithmes de hachage, de hachage. Donc on a différents SHA-256 qui sont utilisés par Bitcoin. Et donc dans chaque projet de crypto-monnaie, on a l'utilité d'un token. Donc sa valeur va vraiment être liée à son utilité. Encore une fois, il y a des tokens qui ne servent à rien, mais il y a des tokens qui sont très utiles et qui permettent de faire vivre le projet. Je vais donner quelques exemples après. Et donc, c'est en constante évolution, il y a plein de possibilités, faut vraiment être à l'affût, il faut regarder, il y a plein de nouvelles choses qui se font.
Euh, Donc, dans les catégories d'altcoins, je vais en parler un petit peu. Donc, on a tout ce qui est alternative à Bitcoin. Donc ce qu'on appelle des layers 1. Donc, il y a Ethereum, Solana, Cardano, c'est les principales, par exemple, qui essayent de faire de la concurrence. Euh, Par exemple, on a des crypto-monnaies qui permettent de stocker et de partager des fichiers de décentralisation. Donc, il y a un projet qui s'appelle Filecoin qui fait ça. Euh, Ça permet, il faut imaginer que c'est un peu comme le Google Drive. Donc, mais sauf que là, bah, c'est décentralisé. Donc, c'est accessible par tout le monde. On a des réseaux sociaux qui font ça. On a Meta qui s'y est mis récemment. On a Telegram. Donc, on a le ton de Telegram, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau social Telegram. Et puis, on a le réseau social X qui, ils en parlent régulièrement. Ça finira par se faire un jour. On a la finance décentralisée. Finance décentralisée, la concurrence à la finance centralisée, tout simplement, qui est en train de se développer. On se passe des intermédiaires centralisés. Donc, on peut très bien effectuer des opérations de bourse sur Uniswap, AVE, on peut placer ses actifs, on peut faire des emprunts déjà, ça existe via ces plateformes, des emprunts de crypto-monnaies. Donc on a ce qu'on appelle, ce qui a beaucoup marché il y a 4 ans, c'est les NFT. Donc ça, c'est donc Flow, Mana par exemple. Donc l'idée, c'est que chaque token est différent dans la blockchain, contrairement à ce qui est le cas pour le Bitcoin, où tous les tokens sont identiques. Et donc là, on peut imaginer avoir une blockchain qui répertorie des places de concert, donc des tickets de métro. Typiquement, pour moi, ça serait une blockchain de ce type-là qui pourrait faire le travail. On a ce qu'on appelle les stablecoins, donc USDT, donc dollar Tether ou USDC, donc dollar coin, qui sont des monnaies qui sont adossées au dollar ou à d'autres. Il y en a pour l'euro, il y en a pour beaucoup de monnaies, ce qu'on appelle les monnaies fiat, c'est-à-dire les monnaies qu'on peut utiliser tous les jours. Donc on a les mêmes coins, comme Dogecoin ou PP, que vous connaissez peut-être, qui n'ont pas d'utilité. C'est vraiment des projets basés sur des blagues. Donc c'est pas, moi je trouve pas ça très intéressant, mais ça existe. Bon. Il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Et donc on a aussi des projets IA Big Data. Donc il y a GRT. Donc moi, ça, c'est un projet que j'affectionne beaucoup, par exemple. GRT The Graph, c'est un projet qui permet il faut voir ça comme une API géante dans le monde des blockchains qui permet de faire communiquer l'ensemble des blockchains entre elles de façon identique, en fait. On parle la même langue. Plutôt que chaque protocole de blockchain ait son propre langage, on va parler la même langue. Et donc, par exemple, GRT, c'est un projet qui est utilisé déjà à grande échelle par 90, 100 blockchains. Donc, pour moi, c'est potentiellement un projet qui terminera haut parce que il est déjà beaucoup utilisé. Donc, l'adoption massive qui est en cours finira par payer. Ensuite, on a Tao et FET, donc, qui sont des projets IA, donc comme ça a le vent en poupe en ce moment. Donc là, on va être sur des concurrents de Copilot, ChatGPT, tous ces IA qui sont centralisés. Donc là, de la même manière, on a des IA décentralisés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme risque et opportunité? Donc, pour les opportunités, donc, ben, un potentiel de croissance élevé. Une grande innovation dans le secteur. On a beaucoup d'innovations, de possibilités, comme je viens de l'énumérer. Il y en a plein d'autres qui n'existent pas encore et qui existeront plus tard. Il y en a plein d'autres que je connais, que je n'ai pas cités, parce que sinon c'est sans fin. Je pourrais, mais c'est sans fin. Et donc, on a une grande diversification de projets. Et donc, quels sont les risques? Donc la volatilité élevée, comme c'est peu utilisé,
Donc, du coup, ça peut monter et descendre très vite. Les risques dans les projets, donc bah, on n'est pas sûr que tel ou tel projet va fonctionner, donc il faut faire attention à quoi on s'engage. Ça devient très vite très complexe. Là, on a survolé les données, les sujets principaux, mais ça peut devenir très compliqué. Et on a une réglementation incertaine, donc, qui est en train de se mettre en cours, mais il faut encore. C'est long, ça mettra des années, mais il y a des pays, bah, par exemple en France, c'est très compliqué. On a du mal à voir à quoi ça peut servir. Si on veut investir dedans et qu'on fait des bénéfices, on est imposé à 30%. Enfin voilà, c'est vraiment dommage. Mais ça vient, faut patienter. Ah oui, donc suite à une demande d'une personne qui est peut-être dans la présentation, qui se reconnaîtra, j'ai voulu faire un pont entre la crypto-monnaie et les finances réelles. Donc, bon, on a plusieurs ponts qui existent. Par exemple, les stablecoins, qui sont donc le maillon indispensable entre la crypto-monnaie et les finances réelles. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des crypto-monnaies qui vont être conçues pour maintenir une valeur stable avec un actif du monde réel. En ce moment, chaque banque est en train d'avoir sa propre crypto-monnaie, pour son propre stablecoin. C'est un truc qui est en train de se mettre en place de manière impressionnante en ce moment. On a une société qui s'appelle Circle qui a été cotée en bourse il y a une quinzaine de jours, qui a commencé à 30 dollars, qui aujourd'hui est à 200 dollars et qui ne travaille que dans le stablecoin. Donc on a une adoption massive des institutionnels et on a de plus en plus de produits financiers qui sont en train de voir le jour, notamment dans cette année 2024. 2025, non, je dis une bêtise, notamment depuis début 2024. Voilà. C'est ce qui a fait la hausse du Bitcoin d'ailleurs ces derniers mois. Donc on a des investissements traditionnels qui sont en train d'arriver dans la crypto-monnaie, donc dans tout ce qui est ETF. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop, ETF, c'est quand les gens achètent un groupement d'actions ils veulent pas prendre de risques, alors ils vont dire, bon ben voilà, j'achète dans mon ETF, j'ai un peu de Google, un peu d'Amazon, du coup, bah, maintenant ils ont bah, un peu de Google, un peu d'Amazon, un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, etc. Mais ils s'en rendent pas compte, mais voilà, c'est en train de venir pour tout le monde. Donc on a beaucoup de produits dérivés qui sont des produits à risque. C'est en train de se mettre en place dans beaucoup d'entreprises. Donc on avait par exemple Tesla qui proposait d'acheter ses voitures en crypto-monnaie. On a MicroStrategy, donc qui est une entreprise qui achète du Bitcoin tout le temps, enfin toutes les semaines quasiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a PayPal qui permet, il me semble, de payer en USD, en stablecoin. Et donc, comme je l'ai dit, c'est en développement dans les banques et dans les principales institutions financières. Donc, si on fait le point entre la finance décentralisée et la finance centralisée, donc la DeFi et la TradFi, donc la DeFi, ça va proposer des services financiers, donc sans passer par les banques. Et donc, la finance traditionnelle va être obligée d'innover ou même de se connecter aux plateformes de DeFi pour proposer leurs services. Donc, on voit bien qu'on a un phénomène bah, j'ai besoin de vous et il faut que j'évolue, quoi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc au niveau des systèmes de paiement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on a plusieurs projets de CBDC qui sont en train d'arriver. Donc c'est ce que je disais, c'est les Central Bank Cryptocurrencies. Donc ça va être désolé pour mon anglais très mauvais, c'est pour les, les banques qui ont leur propre crypto-monnaie en fait, notamment le stablecoin. Bon, le défaut de ces projets-là, c'est que c'est des projets qui vont être hyper centralisés et qui sont contrôlés par les banques. Du coup, on perd toute la notion intéressante. Mais on voit que c'est en train de se mettre en place quand même. Donc voilà, peut-être qu'il y a juste un milieu à trouver, un juste milieu. Et au niveau des défis et des régulations, donc ben, on a un grand besoin en France, dans le monde entier,
Donc, par exemple, en Europe, on a Mika qui existe, qui est en train de se mettre en place, qui est une norme assez restrictive. Et aux États-Unis, on a beaucoup de discussions en cours, notamment depuis l'arrivée du dernier président. Donc, il est pas forcément, tout n'est pas forcément positif. Mais voilà, on voit que ça se met en place petit à petit. Euh, Pour conclure, donc qu'est-ce que je peux dire pour conclure? C'est que pour moi, la crypto-monnaie, c'est vraiment un sujet très vaste et passionnant. Moi, je suis convaincu que le Web3, c'est notre travail de demain. On s'en rend pas compte, mais dans 5, 10 ans, moi, je pense que ce seront des choses qui seront devenues communes de travailler sur un smart contract ou, ou de travailler sur des blockchains. Même, il y a des systèmes qui existent même au niveau des assurances dans la blockchain pour assurer des produits, ça existe déjà. Après, il y a beaucoup de chemin à faire pour que les assurances classiques s'intéressent à ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui viendra, je pense. Euh, pour ma prochaine présentation, j'ai commencé un petit peu à gratter. Donc, j'aimerais essayer de développer un espèce de POC, une petite blockchain en Java pour voir un petit peu ce que ça donne avec les principales fonctionnalités, fonctions de hachage. Et puis qu'on rentre un peu dans le code parce que là on était très théorique, donc c'est peut-être un peu long, un peu dur à avaler. Donc la prochaine fois, ça sera plus dans le code. Donc ouais, donc on va rentrer un peu plus dans le détail de la blockchain d'un point de vue technique. Et puis j'aimerais bien essayer je sais pas exactement, je vais me renseigner, mais je vais essayer de coder un smart contract et puis essayer de le déployer sur le réseau testnet d'Ethereum. Et puis par exemple, on pourrait regarder ce qui se passe quand le smart contract est exécuté. On pourrait regarder ensemble et puis voilà, ouais, découvrir ensemble, c'est vraiment l'idée. Parce que voilà, moi je trouve ça très intéressant. Donc si vous avez des idées, même moi je suis preneur, hein, j'adore. Voilà. Et ma page de conclusion est ici. Donc voilà, donc on va pouvoir avoir une petite séance de questions si vous êtes intéressé, il n'y a pas de problème, je peux essayer de répondre. Euh, donc si vous avez des questions ou si vous en aurez, n'hésitez pas à revenir vers moi, bah, j'essaierai de répondre. Voilà mon adresse mail. La présentation, je la mettrai probablement sur mon Git, donc si ça vous intéresse, voilà, pareil. Et mes petits projets de blockchain, ou mes projets que j'avais fait avant aussi sur les API, sur les API crypto sont aussi disponibles si ça vous intéresse. Il n'y a pas de problème, vous pouvez aller voir et poser des questions. Et voilà pour moi.